La performance comme recherche, ou Performance as Research en anglais, est une approche scientifique qui considère que toute pratique artistique est en elle-même une forme de recherche dont résulte une production de connaissances. Selon cette approche, une performance artistique peut constituer un apport scientifique au même titre que les formes théoriques plus traditionnelles. La performance comme recherche se distingue parfois de ce qu'on appelle la practice as research, en mettant l'accent sur le rôle de la répétition, de l'entraînement à la tournée, dans les processus de production de connaissances incarnées. Alors, le Performance Lab est issu d'une dynamique, je vais dire, de 3 laboratoires. Donc, un laboratoire des géographes, des informaticiens, LGK, et l'ITEAR, des personnes qui travaillaient en art du spectacle. Et donc, on voulait se regrouper avec des grandes questions de corps, société, technologie. Et ce qui est intéressant pour nous, donc c'est un travail de travailler sur une sorte d'interdisciplinarité sur le site de Grenoble, du GIA. C'est-à-dire ces disciplines, normalement, sont isolées l'une à l'autre. L'idée, c'était de mettre en place des différents terrains de travail où il y avait des points communs, des chercheurs qui cherchaient à se retrouver parce que dans leur discipline, ils étaient isolés l'un à l'autre. Donc déjà, je pense que cette première pas, c'était de pouvoir faire rencontrer des gens qui pouvaient avoir des intérêts communs, mais n'avaient pas l'habitude de travailler à l'université ensemble. Rien ne saurait dépasser l'amour et le respect que témoignaient ces 2 jeunes gens à leur compagnie. Et cette notion de tournant performative ou practice-based research ou performance as research, c'est quelque chose qui existe depuis les années 70 dans les États-Unis, en Angleterre un peu plus tard, dans les sciences sociales, c'est arrivé en 2009 en Angleterre. Donc en fait, l'idée, c'était de voir comment on pouvait à la fois intégrer des protocoles de recherche qui existent ailleurs, mais aussi voir qu'est-ce qui sont les besoins ici situés à Grenoble avec un tournant performatif. Ah, bonjour. Bonjour Rémi. Donc Rémi est notre emploi étudiant qui travaille avec nous pour la CFR Création et que j'ai demandé qu'il monte notre tableau parce que des fois on a besoin d'écrire. Merci Rémi. Merci. Donc, on a structuré le laboratoire dans les 4 work packages, c'est-à-dire les axes de travail, et sont centrés souvent sur des partenariats avec des chercheurs. Est-ce qu'on peut dire interdisciplinaire? Moi, je préfère aujourd'hui dire multidisciplinaire, parce qu'on est dans une modalité où des collègues amènent leurs expertises sur un même projet commun. Vas-y. Top. 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 Baisse les bras. Stop. Je m'appelle Lucie Bonnet, je suis doctorante en art du spectacle et j'ai participé au WP3 du Performance Lab en tant que stagiaire d'abord, à la fin de mon master. Le but initial du WP3, c'était de diversifier les façons dont on perçoit le corps en danse et dont on construit une archive en danse. Parce qu'on partait du constat que les archives, elles se contentaient souvent de captation vidéo ou du moins d'un support en fait pour les archives. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de composer une archive qu'on a appelée multicouche, c'est-à-dire avec plusieurs modalités, plusieurs supports, pour augmenter finalement nos compréhensions du corps en danse. Quand j'ai intégré le projet, c'était d'abord des tests de capture du mouvement qui se sont faits avec des chercheurs en biomécanique, Lionel Révéré et Thibaut, qui étaient aussi présents et qui ont permis d'avoir plusieurs angles de vue de l'interprète, donc qui était Stéphanie Ponce pendant sa danse. On a intégré Stéphanie au projet parce qu'elle avait travaillé sur
un ballet qui s'appelle Paysage après la bataille, d'Angelin Prélocage, et qu'elle a dansé en 97. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était pas tant le spectacle en lui-même, mais plutôt le fait qu'elle va réinvestir une danse qu'elle a dansée 23 ans auparavant, et de voir comment est-ce que son corps mémoire il réinvestit tout ça. Alors voilà, ça fait plus de 23 ans. Et j'ai plus le corps d'une jeune fille de 23 ans. Mais il y a des restes dans le corps, dans les sensations, dans le ressenti. Et c'est ça qu'on a été chercher pour faire une petite mémoire de tout ça. Parce que je crois que j'ai dansé 250 fois avec d'autres personnes et c'est resté dans le corps. Et la musicalité aussi. Il y a eu d'abord cette approche vraiment, on va dire, analytique et assez extérieure au final à l'interprète. Et ensuite, on s'est rendu compte que pour avoir une archive beaucoup plus fine, avec des analyses beaucoup plus sensibles, on devait aller vers l'interprète. Et donc Stéphanie Ponce, elle est vraiment devenue collaboratrice du WP3. C'était pas simplement notre objet d'étude, elle a vraiment intégré l'équipe avec nous. Il y avait aussi des dessins qui ont été réalisés par Lisa Moore pendant que Stéphanie dansait et qui nous apportaient un autre type de représentation du corps en mouvement. Il y a eu certains enregistrements où on lui a demandé de parler si elle le pouvait pendant la danse. Et on s'est dit que c'était intéressant d'aller chercher, d'essayer de creuser, de voir ce qui pouvait ressurgir pendant qu'elle était en mouvement. C'est elle qui déplace la jambe en premier et pas je me déplace sur le côté. C'est vraiment l'effort. Donc ça a été un peu compliqué pour elle au début parce que c'était pas du tout naturel finalement pour elle d'être à la fois en mouvement, de penser à ses placements, au rythme et en même temps de devoir nous décrire des choses. Et au final, elle s'est assez vite prêtée à l'exercice et même sans avoir des paroles qu'on a recueillies, ce qui était aussi intéressant, c'était d'avoir sa respiration, son souffle et d'autres éléments qui nous permettaient d'être vraiment au plus proche d'elle. Ensuite, il y a eu des entretiens, comme je le disais, où elle regardait la captation et elle faisait des retours sur ce qu'elle avait pu ressentir à tel moment, sur ce qu'elle ressentait à présent. Donc il y a eu vraiment ces différentes temporalités. Et à ça, on a ajouté beaucoup d'autres strates, c'est-à-dire qu'on a récupéré la notation Bénèche, qui est un type de notation de la danse, que Stéphanie a remobilisé. Comme c'était une recherche exploratoire, on a accumulé beaucoup de matériaux et on a décidé de rassembler tout ça dans un interface qui est une sorte de prototype de ce que pourrait être une archive de la danse plus complexe qu'une simple captation. Et on a dû faire un gros travail donc, de sélection de tous ces matériaux. Là où ça a été intéressant, c'est de voir à quel point une chorégraphie qui se définit plus par des mouvements assez abstraits, elle devient extrêmement concrète en fait, parce que nous raconte l'interprète, ce qu'on a appelé son histoire orale, sa dramaturgie interne. Finalement, en fait, ça vient éclairer ce qu'on comprend de la danse, et on se rend compte qu'il y a une richesse énorme dans ce que se raconte l'interprète pendant qu'elle est en mouvement. Non, après, ce qui est assez spécifique, c'est que on a tendance à qualifier les arts du spectacle d'art éphémère, d'art qui peuvent pas être captés en dehors de l'ici et maintenant, de la représentation. Mais on se rend compte qu'on peut quand même approcher de très près de ce que c'est le spectacle, de ce que c'est la performance, grâce à la multitude en fait, de supports qui peuvent être convoqués. Je m'appelle Julie Valero, je suis maîtresse de conférences en art de la scène à l'université Grenoble-Alpes et je suis également depuis plusieurs années dramaturge auprès de différents artistes. Rémi Ronfard, donc je suis chercheur à l'INRIA, le centre public de recherche en informatique.
J'anime avec Julie Valero le Work Package sur les dramaturgies numériques. En même temps, ça fait. J'ai commencé en disant c'est dégueulasse, j'ai les mains sales. Ce terme digital dramaturgie, on l'a lancé un petit peu comme ça au début de notre collaboration. Et digital dramaturgie, c'était une façon de rapprocher pour moi nos centres d'intérêt, c'est-à-dire évidemment le côté développement numérique tourné vers les arts vivants pour Rémi, et puis le côté dramaturgie pour moi, puisque c'est vraiment le centre de mon intérêt, tant dans mon enseignement, dans ma recherche que dans ma pratique. Donc la dramaturgie, c'est quoi? Puisque c'est un peu le terme, je pense, le plus compliqué dans digital dramaturgie. La dramaturgie, je dirais que c'est un petit peu l'ossature, en fait, d'un spectacle. C'est un petit peu ce qui va donner du sens. Et là, je prends sens dans tous les sens du terme, justement, c'est-à-dire à la fois une direction à la pièce et à la fois aussi, d'une certaine manière, du contenu. Le spectre qui a hanté mon oreiller de minuit. Je suis redescendue au petit déjeuner, je vous l'ai dit au petit déjeuner. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé. C'est très difficile de rendre compte de 6 heures de répétition. Donc il y a un petit peu le rêve que l'outil informatique va nous aider à ça, parce qu'il va pouvoir rendre compte aussi de la pluralité des gestes, des pratiques, des discours qui ont lieu pendant un temps de répétition. Je vais peut-être parler d'un spectacle du metteur en scène Jean-François Perret, intitulé « Petit bréviaire tragique à l'usage des animaux humains du XXIe siècle ». Je parle de ce projet-là parce que c'était précisément un projet à géométrie variable, avec plusieurs comédiennes qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas forcément travaillé ensemble au préalable, qui ne travaillaient pas tous au même moment et qui rejoignaient le projet des fois de manière décalée, et puis temporairement, et repartaient. Et c'est vrai qu'un outil comme Kinoaï a permis, pour ceux qui n'étaient pas là, un suivi quasi en direct, en fait, de ce qui se passait au plateau et de l'ensemble des notations que je pouvais faire dans le temps des répétitions. Et là, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de la part des membres de l'équipe sur le fait que c'était très profitable pour eux de pouvoir, d'une certaine manière, entre chaque moment de répète, raccrocher en quelque sorte aux matériaux, raccrocher à ce qui avait été fait. Dans le livre, il dit, je vais le dire à mon père, qui est, c'est dans la foulée. Bon, mais ton père, mais c'est autant république. On a utilisé des techniques d'IA qui sont assez classiques dans le domaine de la surveillance, de la vidéosurveillance. C'est l'analyse des personnes, savoir qui est à l'écran, traquer ces personnes, tenter de les identifier. Il y a ensuite un travail de mise en forme de cette reconnaissance sous forme d'une sorte de partition. Donc on a une ligne par acteur et puis on peut indiquer graphiquement qui est sur scène et qui fait quoi. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est le recadrage. Donc là, on a développé des algorithmes qui permettent très, très aisément de recadrer toute une partie de la répétition en se focalisant sur un acteur ou un autre. Donc on peut réaliser plusieurs films de la même session de répétition en choisissant de se focaliser sur l'un ou l'autre des acteurs. Il y avait quand même cette idée pour moi d'essayer de comprendre ce que ces environnements-là, ces dispositifs font aux écritures. Et sur ce petit bréviaire dont je parle, avec cette idée des épisodes, il y avait l'idée aussi d'inclure Kinoaï comme un outil génératif d'écriture, en fait. Il y avait un petit peu le rêve que Kinoaï puisse devenir générateur de séquences dramaturgiques à partir de ce qui aurait lieu en répétition. On a essayé d'apporter également un outil de table de montage pour réaliser un film associé à une annotation. Alors ça, c'était une partie où on avait des ambitions très grandes qu'on n'a pas encore réussi à tout à fait développer, qui serait à la limite de pouvoir annoter et de créer le film qui correspond à notre annotation. C'est-à-dire parce que l'on a choisi d'écrire en texte, on pourrait choisir les cadrages qui supportent les éléments qu'on décrit. Après, par exemple, le travail qu'on a fait avec Lucie Bonnet et l'équipe sur la danse avec Stéphanie Ponce sur le corps archive,
Et toute cette interface, on a fait les entretiens dans cet espace ici. Donc ça nous permettait d'être à l'abri dans une autre sorte d'espace d'écoute. Donc on a structuré le laboratoire dans les 4 work packages et on a eu aussi des événements ou des conférences ou des ateliers ou des partages de nos livrables à la fois ici à Grenoble, mais avec des gens qui venaient de l'international. Alors, dans ce Work Package 4 du Performance Lab, on avait prévu de travailler avec le territoire qui nous entoure, c'est-à-dire le grand bassin grenoblois, de différentes manières, avec donc des ateliers, si possible, avec des habitants de longue date, ou des habitants fraîchement et habitantes fraîchement arrivés, exilés notamment. Et donc là où les disciplines sociales, la géographie, l'urbanisme, l'architecture étaient le plus impliquées, mais on travaillait aussi avec des chercheurs et des acteurs des mondes artistiques dans le domaine de la danse, de la performance et du théâtre de plus en plus aussi. La question du rapport aux Alpes, on l'a creusé un peu plus avec les jeunes qui sont venus participer aux écoles d'été, qui se sont appelées Art in the Alps, où on a à chaque fois vraiment testé des méthodes justement avec les jeunes dans le site, dans le lieu. C'était à la fois la première édition de manière plutôt urbaine sur un ancien site industriel réhabilité aujourd'hui qui s'appelle Bouchaillé-Vialet à Grenoble. Et puis ça a été le campus aussi où nous sommes, qui a une histoire très particulière et qui a un faire des interactions aussi de nature territoriale, urbaine, différentes. Et on a emmené aussi les jeunes dans la montagne, au col du Lautaret, sur le site du jardin alpin qui appartient à l'université et qui permet aussi d'engager toute une réflexion sur la transformation, notamment le changement climatique. Pour ma part, en fait, j'ai été partie prenante d'une création avec une artiste qui s'appelle Catherine Boscovitz, qui est responsable d'une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie ABC. Et j'ai été finalement, après une première rencontre, engagée dans le processus de création d'une pièce qui s'intitule « Le pire n'est pas, entre parenthèses, toujours, fermez la parenthèse, certain ». Et cette pièce, en fait, je m'y suis trouvée engagée en tant que géographe spécialiste des frontières. Elle parlait des frontières. Catherine écrivait à partir de son expérience aussi d'avoir face à la crise migratoire, ce qu'on appelle couramment la crise migratoire, la crise syrienne en fait de 2015, pris son baluchon et est parti en Grèce pour voir comment on pouvait aider. Et on s'est retrouvés là à travailler ensemble sans avoir de partition accordée au départ. Et in fine, avec mon nom au générique de la pièce, sans qu'on puisse précisément dire, sans qu'aucun des acteurs dise vraiment que moi, en tant que chercheur, j'ai apporté telle ou telle chose, mais en ayant été finalement un contrepoint permanent de leurs interrogations sur la réalité qu'ils travaillaient esthétiquement sur le plateau, qui était donc cette crise de l'Europe. Du point de vue de la recherche, on cherche souvent à taire les perturbations, l'élément, les signaux faibles, le cas qui ne correspond pas à la règle, etc. Or, les sciences dures le savent très bien, c'est souvent quand l'alambic explose et qu'on sait se poser la bonne question sur pourquoi il a explosé, qu'on trouve quelque chose de nouveau. Et en sciences sociales, au-delà du
on observait, enfin on cherche en sciences sociales comme dans le reste des sciences, en fait on cherche souvent à caractériser des tendances et on a beau se dire d'un point de vue réflexif que la présence du chercheur perturbe le moins possible, de se faire discret, de participer, d'agir au quotidien, etc. On sait que notre présence en fait transforme les choses. Et donc moi, d'un point de vue scientifique, je travaille de plus en plus sur ce que j'appelle les méthodes expérimentales qui consistent donc des méthodes expérimentales qui consistent à assumer que la présence de la chercheuse, du chercheur, perturbe le milieu dans lequel il est inséré. Et plutôt que de faire comme si ça n'existe pas, peut-être même de forcer le trait, c'est-à-dire de dire, bon voilà, j'arrive, je ne vais pas simplement faire de l'observation participante ou de la participation observante, on va créer ensemble quelque chose. Donc on fabrique une réalité sociale un peu différente de ce qui se passe d'habitude. Et on voit en fait comment tout le monde réagit autour de cet objet commun. Et à partir de cette perturbation, on revient sur une objectivation de ce qu'on observe, etc. Mais qui intègre donc ce moment, ce geste qui est un peu différent, qui est en partie esthétique, qui est en partie politique et en partie scientifique. Attention. L'attention est une faculté cognitive permettant la perception privilégiée d'un objet ou d'un phénomène, que ce soit en vue de son observation, de son étude ou encore de son jugement. On regroupe sous cette même appellation différents processus, tels que l'attention automatique, l'attention consciente ou encore l'attention collective. Étudiée de longue date par la philosophie, cette faculté a notamment été prise en compte au XXe siècle dans le champ de la psychologie, puis, plus récemment, des neurosciences cognitives. Alors, je m'appelle Vincent Maillard, je suis designer graphique. Je suis là depuis 2018 au Performance Lab. Moi, je m'appelle Félix de Montetti, je suis géographe et je m'intéresse aux questions de langue et de traduction en général. Et j'ai participé au projet depuis 1 an à peu près. Et nous, notre travail, c'est d'accompagner le fait de construire ensemble un langage commun, de construire des points de repère et des bases pour faire travailler ensemble ou accompagner des gens qui, au départ, n'avaient pas prévu ou n'avaient pas été outillés pour travailler avec les autres, avec les méthodes des autres, avec les sensibilités et les regards des autres. Du coup, le work package, le nôtre, c'est le 1, donc l'observatoire de la performance. Observatoire au sens où on n'a pas forcément nous produit un savoir théorique, mais plutôt au premier lieu, on est allé voir les chercheurs, les artistes aussi, et il y a eu plusieurs phases en fait. L'enjeu en fait, c'était de situer tous les travaux qui se font ici, de les situer dans un contexte plus général, à la fois dans un contexte disciplinaire plus général, et dans un contexte international plus général, de façon à ce que toutes les notions, tous les concepts qui sont travaillés ici, on puisse les resituer dans un ensemble plus vaste et on puisse faire correspondre des idées très très différentes en fait. Dans ce glossaire, il y a des choses qui concernent les arts du spectacle, des choses qui concernent l'anthropologie ou la sociologie et des choses qui concernent l'informatique ou alors la captation, les méthodes d'enregistrement. Donc sur le plan intellectuel, sur le plan technique, c'est très divers. Ça engage parfois des compétences que nous, on n'a pas forcément, mais notre rôle, c'est d'assimiler la façon dont les gens en parlent pour pouvoir le restituer au plus grand nombre et pour pouvoir faire en sorte que les gens communiquent bien entre eux avec des mots qui sont bien définis de façon bien précise. Pour nous, la difficulté, mais aussi le défi intéressant qu'on a eu à rencontrer, c'est le fait que tous les mots ont une histoire. Et parfois, cette histoire, elle explique largement leur complexité, leur usage ou non selon un contexte ou un autre. Parce que dans les arts, dans les sciences, les mots voyagent, ils se transforment, ils sont traduits, ils sont réappropriés par certaines personnes dans différents champs.
Et faire en sorte qu'un mot ait du sens en dehors même du contexte historique de son émergence, ça c'est assez difficile parce que assez vite ces mots risquent de devenir presque des mots de passe, un peu comme des codes, des éléments de jargon qui font sens pour les gens qui les connaissent déjà. Alors ça évidemment, quand les deux personnes connaissent déjà les mots un petit peu techniques ou compliqués qu'ils emploient, pas de problème. Mais si deux personnes ne viennent pas du tout du même arrière-plan disciplinaire ou national, linguistique, et qui doivent communiquer entre eux, alors il faut forcément qu'il y ait un processus de traduction ou d'explication ou de synonymie, quelque chose qui puisse faire du lien. On avait une grille d'entretien avec des questions, et notamment des questions très précises sur quels termes vous employez en fait. Donc à ce moment-là, il y avait peut-être 5 termes qui apparaissaient par entretien, termes principaux. On les a collectés, ces termes, en fait, on en a fait une liste. On a travaillé par occurrence, on a travaillé aussi par saturation, en fait, où si on voyait que certains termes, certaines définitions, elles étaient présentes dans d'autres définitions, ben, on essayait d'agréger comme ça. Et petit à petit, en fait, on a eu cette liste provenant des entretiens, on a eu cette liste provenant des sources bibliographiques, et on a essayé de faire un ensemble commun qui essaie d'avoir du sens, en fait. On va avoir des termes très précis, comme cartographie sensible ou comme dramaturgie interne, et des termes beaucoup plus larges comme mouvement ou espace. C'est là qu'on a été confronté à des défis parfois, parce que tous les gens n'emploient pas les mêmes termes dans le même sens, parfois même de façon très opposée. Et après, il y a tout un enjeu de design graphique, de comment soutenir visuellement, esthétiquement, proposer quelque chose qui soutient l'enjeu de recherche, en fait, et qui connote, qui renvoie à une métaphore ou à quelque chose d'historique, qui fait des clins d'œil. Enfin, et aussi tout un enjeu de lisibilité, en fait, que si on parle d'un site web avec dimension quand même pédagogique, donc il faut qu'il reste accessible au plus grand nombre possible. Donc ça va passer par des fonctionnalités de tri, de recherche, et aussi de clarté visuelle, en fait. Donc moi, les gros enjeux, ça va être la structuration technique, l'inscription graphique, esthétique de la chose, et puis l'accessibilité, en fait, d'un document. Là, il y a eu un gros travail d'édition aussi, où là, du coup, l'apport de Félix a été important sur les notices, sur la clarté de ça, et les définitions aussi. Donc cette page de détail des termes, elle permet d'accéder à tous les textes en rapport avec ce terme dans le glossaire. C'est la notice, les regards, ce qu'on appelait regards, ce sont les contributions des chercheurs et artistes, les citations qui sont les extraits bibliographiques, et enfin on a la bibliographie qui permet une ouverture plus large que ce qui a été abordé à côté. C'est pas une redite, c'est une ouverture. Oui, donc on a une définition de performance qui nous a été donnée par une des chercheuses qui a collaboré au glossaire en nous proposant un texte personnel, subjectif, sur cette notion-là. Donc pour Inge Linder-Gaillard, une performance se doit d'avoir lieu dans un espace-temps quelconque. Elle peut avoir lieu une seule fois ou plus. Sa durée peut être d'1 seconde, comme de 24 heures ou plus. Cette durée se passe quelque part, elle a lieu. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette définition-là parce qu'il y a cet ancrage dans les lieux et dans le caractère éphémère, parfois non reproductible de la performance. Alors ça, c'est tout l'enjeu de la performance pour beaucoup de gens ici. C'est est-ce que la performance est forcément quelque chose qui est voué à sa disparition ? Est-ce que un performance lab, c'est un endroit où on prépare des choses qui ne se répètent pas ? Ou au contraire, est-ce qu'à l'aide d'un outillage d'enregistrement, on va pouvoir capter ces performances-là, faire en sorte d'en comprendre tout le mécanisme et de les répéter à l'infini pour faire une nouvelle œuvre ou alors pour mieux comprendre le fonctionnement même de ces créations-là. C'est un peu tout l'enjeu de cette articulation de disciplines, de compétences ici, résoudre un peu ce problème des performances dans leur temporalité. Moi, l'enjeu du Performance Lab,
ça a vraiment été au départ d'inclure le corps du chercheur, de la chercheuse dans le processus de recherche. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de travailler sur la notion de la performance, c'est-à-dire de se dire que voilà, on a chaud, on a froid, on a des émotions, et que de cela, il faut pouvoir rendre compte dans la façon dont on parle de nos résultats de recherche. Et donc de parler de la recherche comme performance, de quelque part de chercheur comme peut-être un artiste, ou en tout cas quelqu'un qui crée quelque chose. Voilà, la question des catégories d'artistes, de chercheurs est très discutable, mais donc voilà, d'un chercheur qui assume la dimension sensible de son travail, voire la dimension créatrice. Et donc de partir de là, de contribuer à asseoir ça, et de contribuer à développer dans le champ des sciences sociales ce qu'on appelle la recherche-création, ou la recherche qui est poussée par la production d'œuvres artistiques. Et puis aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé, et donc au-delà de simplement cette posture très générale sur le corps du chercheur, de la chercheuse, réfléchir à la façon dont ces méthodes expérimentales permettent finalement de pousser nos façons de faire science dans leur retranchement, mais d'avoir des résultats exceptionnels, de pouvoir produire des résultats extrêmement intéressants qu'on n'aurait pas si on ne perturbait pas l'écosystème dans lequel on intervient. Alors, si on nous avait observé en faisant ce projet, on aurait pu voir la libération. Au début, c'était pas du tout acquis et on était c'était assez difficile en réalité. Ça n'est pas du tout un processus naturel et simple. Il y a en France une très grande barrière qui est connue de tout le monde entre les sciences et les lettres. Dès le lycée, on doit choisir son camp. Et c'est la guerre entre les scientifiques et les littéraires. Je dirais que dans ce projet, on a quand même essayé de se battre. À mon avis, ça c'est vraiment quelque chose de très important pour l'université française, c'est de se battre contre cette frontière artificielle. Et je pense que ce qui est intéressant pour certains chercheurs dans le projet, c'est que la dimension artistique était considérée comme quelque chose autre que le textuel. C'est-à-dire peut-être le dessin peut se trouver dans le travail scientifique, comme les cartographies sensibles. À partir des arts visuels peuvent être intégrés dans la manière qu'on va interroger un champ d'études, ou bien dans un travail d'écriture ou d'un travail de performance ou même d'installation comme on a avec Falling into Place. Ça veut dire certaines questions peuvent être mises en épreuve par une création que le public va aussi vivre lui-même et pas juste lire dans un article scientifique. Le côté recherche, pour moi, c'est quand même principalement le fait de créer du savoir, créer de la connaissance. Et donc là, on vient vraiment augmenter nos compréhensions du corps en danse. En plus de ça, faire comprendre qu'une archive de la danse, ça peut exister et que c'est pas simplement une captation. Et l'aspect recherche, c'est aussi dans les méthodes qui sont employées. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la recherche comme on va créer un spectacle ou faire de la performance, finalement. C'est qu'il y a des méthodes, il y a des moyens qui sont mis à disposition, qui sont vraiment ceux de la recherche, principalement en art du spectacle, mais pas seulement, comme j'ai pu le dire. Et c'est vraiment dans le fait d'avoir des protocoles à appliquer, d'avoir des résultats à fournir, et voilà, d'apporter une compréhension nouvelle du corps en danse. Et aussi d'avoir un aspect presque un peu revendicatif, de se dire on intègre la parole de l'interprète et c'est important de l'avoir. Et c'est ça qu'on vient apporter à la recherche en danse et en art du spectacle. Ces 3 années, elles m'ont permis aussi de me dire et si je dois mener des terrains dans le cadre de ma recherche, je les mènerai peut-être pas tout à fait comme j'ai mené les tout premiers terrains au début de ce programme de recherche. Et ça, c'était vraiment hyper instructif pendant toutes ces années de découvrir, de constater que quand tu déplaces en fait un processus de création et que tu en fais un terrain, de fait, ça change sa nature et ça engage de nouvelles contraintes et de nouveaux objectifs. Et là-dessus, c'est hyper important de continuer à mener
des expériences comme ça, surtout dans une université qui nous en a donné les moyens, notamment avec des infrastructures comme cette salle dans laquelle on est aujourd'hui, au sein du bâtiment de la Maison de la Création et de l'Innovation, mais aussi dans des salles avec un rapport frontal plus accentuée, comme celle de l'espace scénique transdisciplinaire, qui a aussi beaucoup participé à l'accueil des artistes avec lesquels on a travaillé. Ce que m'a appris le fait de faire ce travail pour le Performance Lab sur ce lexique en particulier, ça nous a mis face au fait que si on n'est pas précis en sciences ou même en art, on ne peut pas communiquer. Que la précision et la clarté sont la condition sine qua non pour travailler avec des gens différents de soi. Si on travaille avec des termes complexes et qu'on n'est pas précis en faisant un effort d'aller vers l'autre, eh bien, on finit par ne travailler qu'avec des gens qui ont déjà les mêmes références, qui ont déjà le même langage. Donc, pour travailler avec des gens différents, qui viennent d'ailleurs ou qui viennent d'une autre discipline, il faut avoir cette rigueur et cet effort, en fait, d'aller vers les autres en étant clair.